Après la pluie à Kinshasa, en tout cas, ce n'est pas du tout les beaux temps. Comment alors expliquer ces inondations avec son cortège des dégâts et des malheurs dans la capitale congolaise? Sortie du gouvernement, il faut dire que ce gouvernement s'est fait attendre, la population s'impatiente et les premiers ministres rassurent. Messieurs et dames, bienvenue dans cette 222e édition de votre magazine Débat 24. Je dois rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa, cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Avec moi sur ce plateau, je suis très heureux parce que laissez-moi vous dire que c'est un plateau plutôt genré, un plateau zébré. Je suis très content de recevoir Madame Alice Nzouzi. Elle est cadre du PPRD. Bienvenue Madame. Merci. Surtout en ce mois de mars, 10 mois de la femme, nous sommes honorés de votre présence. Merci de m'avoir invité. Si vous permettez que je dise un mot. Oui. Ce mois de la femme dont on parle devrait interpeller, n'est-ce pas, les décideurs de notre pays. Ce n'est pas une faveur que de penser à la femme dans la sphère décisionnelle de notre pays. Nous représentons plus de 52% de la population congolaise et nous avons le droit de dire notre mot. Qu'on ne nous parle pas de méritocratie sur les bancs de l'école, dans les universités et partout. Il est clair qu'il y a des femmes qui distinguent. Nous répétons toujours le même sujet, mais on a l'impression qu'on ne comprend pas ce message-là. Alors faut-il qu'on fasse des marches? Faut-il qu'on casse tout dans la ville pour que ces hommes qui nous dirigent, parce que c'est de ça qu'il s'agit, comprennent une bonne fois pour toutes que nous avons le droit de participer à n'est-ce pas, à l'avancée de notre société. C'est un droit fondamental. Et d'ailleurs, ce droit nous est reconnu par la Constitution. C'est un article qui n'est pas du tout respecté. Pourquoi? Nous ne le savons pas. L'article 14. Oui, et que si vous permettez, j'aimerais quand même pouvoir le lire pour que les téléspectateurs comprennent. Non, madame, je crois qu'on va en parler. Là, je sens que vous avez déjà pris de l'élan, alors que juste à vos côtés, il y a Trésor Nanga et Nanga qui s'impatiente. Lui, c'est un exécutif provincial Moamba au niveau de l'ECD. Bienvenue, Trésor et Nanga. Merci pour l'invitation. Je salue tout le plateau. Merci pour la proposition que nous suivons en ce moment. Je vous salue. À vos côtés, très heureux de retrouver, ou en face de vous, très heureux de retrouver une autre dame. Elle s'appelle Dorcas Adiko Kongoï. Elle est présidente du parti UED Verco. C'est le tout premier parti écologique au Congo. Et c'est un parti allié des FPAU, force politique et allié de l'UDPS. Bienvenue Madame Adiko Dorcas Kongoï. Merci, mais vous m'avez mal présenté. UED Verco, l'Union des écologistes pour la démocratie et le développement, n'est pas allié des FPAU, non. C'est un parti qui fait partie, excusez-moi pour l'autonomie, de la plateforme FPAU, Force politique alliée à l'UDPS. Oui, comme vous avez dit, c'est un parti qui aura 30 ans le 15 mai prochain. En tout cas, merci d'être là. Oh, c'est moi. Et enfin, Jean-Claude Kitebi, lui, il est le coordonnateur de la fondation PKM, la fondation Pierre Kangoudiambaye. Bienvenue. Merci John pour l'invitation. Je salue tous mes co-débatteurs, surtout en ce mois de mars. Oui. Nous sommes honorés par la présence de ces dames. Ensemble, nous allons faire des analyses certainement qui vont devoir contribuer à la construction de la démocratie dans notre pays. Merci beaucoup. Je redonne la parole à Madame Alice Nzouzi, mais en posant aussi une question. Nous avons vécu cette semaine. Ça a été catastrophique, et sur les plans humains et sur les plans écologiques. Beaucoup de dégâts, il y a eu même des morts à cause de la pluie. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui est à la base de cette désastreuse situation? Mauvaise gestion. Mauvaise gestion, je le dis, je le répète. Oui. De la ville. Je dis bien mauvaise gestion. Mauvaise gestion des hommes, mauvaise gestion de la capitale, mauvaise gestion du pays. Tout cela, ce qui crée ce genre d'inondation,
c'est justement le fait qu'on ne met pas bien en place, même l'organisation de la ville, n'est-ce pas? Les caniveaux, dont on parlait encore, est-ce qu'on cuve, on enlève les déchets dans les caniveaux? Est-ce que les routes sont faites comme il se doit en tenant compte n'est-ce pas, des nivellements, il y a toute une organisation qui fait que on pourrait ne pas connaître les dégâts que nous connaissons au niveau où on les connaît. Vous voyez, quand on veut tout faire seul, en refusant d'avoir l'aide des êtres humains qui sont pourtant concernés dans la société, on veut tout faire seul en croyant qu'on connaît tout, on en arrive à ce genre de résultats. Moi, je dis que tout ce qui se passe, toutes les difficultés que nous avons dans notre pays, même lorsqu'on parle des inondations aussi, c'est parce que les hommes veulent gérer seuls. C'est ça le fondamental. Après, vous allez trouver d'autres raisons, mais ces raisons ont pour fondament. Pourquoi? Parce que l'environnement est un problème qui concerne tout le monde. L'environnement concerne tout le monde. Et nous avons dans notre pensée, dans notre vision, peut-être des points qui sont plus sensibles à la femme, comme l'environnement dans lequel nous vivons, la cité dans laquelle nous vivons. Mettez les femmes dans toutes les sphères, n'est-ce pas, de notre société, et vous vous rendrez compte que les affaires marcheront mieux. Je parle de cela, pas seulement parce que nous sommes dans le mois de la femme, mais il est également aussi important de comprendre qu'on doit mettre la femme partout. Il faut à un moment donné qu'on en parle. C'est ce que moi je pense fondamentalement. Oui, et si vous permettez, j'aimerais relire cet article qui me fait mal, qui me fait mal. Vous allez trouver, pas seulement vous parlez des inondations aujourd'hui, ouais, vous allez parler du pouvoir d'achat, vous allez parler du commerce, du petit commerce, vous allez parler, et vous vous rendrez compte que dans tout cela, c'est parce que ceux qui veulent penser à la place des personnes qui sont concernées, parce que lorsque vous regardez la femme, c'est surtout elle qui gère, n'est-ce pas, l'économie de base de notre pays, en fait. Bon, cet article dit ceci. L'article 14. Les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits. Ils prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines civils, politiques, économiques, social et culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation. Ils prennent les mesures pour lutter contre toute forme de violence faite à la femme dans la vie publique et dans la vie privée. La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L'État garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme dans les dites institutions. La Constitution n'est pas respectée. Tout ce que nous vivons, c'est parce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire que la société congolaise veut marcher avec un seul pied, au lieu de marcher avec les deux pieds. C'est pour ça que ça ne va pas. De la base au sommet, comprenez qu'il est important que la femme soit prise en compte, même au Parlement, même au Sénat. Que vaut la parole d'une femme? Puisque nous sommes minoritaires partout. Dans la sphère décisionnelle, c'est comme si nous avions juste le droit de nous taire. C'est un scandale qu'en 2021, ce genre de choses existe encore dans notre pays. Et on est scandalisé d'entendre certains hommes dire: est-ce qu'il y a des femmes capables? Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent avancer? Mais nous avons le droit de faire, et nous avons le droit d'avoir la protection de l'État. C'est un droit fondamental. Ou alors qu'on chasse les femmes de toutes les écoles, qu'on les ferme, et puis comme ça on regarde les hommes gérer seuls. Ou alors faut-il qu'on casse tout? Mais je pense que ce n'est pas ça la solution. J'en parle et j'en parle encore des femmes de valeur. Il y en a plein en RDC qu'on tienne compte d'eux. Ils ont géré seuls depuis l'indépendance à ces jours. Nous nous rendons compte de la façon dont notre société, à quel niveau il se trouve. N'est-il pas temps
N'est-il pas normal de se poser la question, de se dire que ne peut-on pas demander à ces femmes de pouvoir participer à la gestion? Peut-être qu'il y aura mieux être. Regardez au Rwanda, regardez en Suède, regardez dans les pays développés, là où on met la femme à sa place, n'est-ce pas? Les choses marchent mieux. J'interpelle notre société. Bien dit, madame, il est temps de prendre Trésor Enanga. Il ne fait pas beau de vivre à Kinshasa, surtout après la pluie. Qu'est-ce qui se passe? Oui, merci. Je prendrai la parole pas plus comme politique, mais plus comme technicien, parce que je suis architecte. Tout à fait, tout à fait. Je veux quand même donner quelques éléments qui font que, en République démocratique du Congo, malheureusement, depuis plusieurs années, après avoir eu quelques projets planifiés avec l'ONEL et avec l'OCA, Office des cités africaines, on n'a plus jamais revu des projets sérieux dans ces pays. Ce qui fait que, nous prenons la ville de Kinshasa, nous avons Uvira, nous avons Bukavu, nous avons plusieurs villes à travers les pays où il y a des inondations et les différents gouvernements qui se succèdent, malheureusement illégitimes, n'apportent jamais, alors jamais une solution, même un brin de solution dans tout ça. Je vais aller plus loin. À court, à moyen et à long terme, quel est le vrai problème au Congo? Il y a 4 problèmes sur le plan technique. Il y a le problème d'urbanisme. Toutes nos villes ne sont pas urbanisées. Les quelques quartiers qui ont été urbanisés vers les années 60-70, après les années 80, rien du tout. Nous avons Cité Verte, on a Djili, on a Matete, un peu Bandal, et puis après rien du tout. Le deuxième problème, c'est l'architecture. Mais on laisse qui construire où? C'est à peine il y a 2 ans que nous venons d'avoir l'ordre des architectes. Et depuis tous ces temps, il n'y avait rien. Et vous vous imaginez, pendant près de 60 ans, vous laissez là les architectes, vous empêchez aux architectes d'œuvrer régulièrement dans cette profession, dans la cité. Et quel désastre on laisse l'autoconstruction faire. Donc on laisse chacun avoir son lopin de terre, prendre son construire comme il veut. Et construire comme il veut. Et il y a des gens qui construisent sur les pans des montagnes, des gens qui construisent sur des collines. Mais souvent on indexe les Chinois. Il y a même des gens qui... C'est à tort ou à raison? Les Chinois en sont pour beaucoup dans ce qui nous arrive. Bon, je n'ai pas vraiment des idées. Les chantiers chinois. Par rapport aux chantiers chinois, ces chantiers, tout ça, bref. Là, ce n'est que peut-être le complément de l'échec. Comme vous voyez les gens qui viennent construire sur des zones non édificantes, non constructibles, avec des pentes de plus de 15%, ils viennent aligner des toitures. Et au bout de 5 ans, ils se posent la question d'où viennent les érosions. Le troisième problème, c'est l'aménagement du territoire. Avons-nous réellement des villes de notre République ici? Non. Ce sont des zones ou des systèmes côte à côte qui sont mis, et quand il y a plus de 5 000, 20 000 personnes, comme la ville aussi elle est définie par rapport au nombre d'habitants, et on dit c'est une ville. Nous venons de créer avec les derniers décrets de Matata Ponyo plus de 33 villes, avec des villes sans route asphaltée, aucune. Vous imaginez, vous appelez ça ville par rapport à quoi? Et le dernier point, c'est les fonciers. Les désordres fonciers qui existent dans ces pays. Donc, pris tout ça mis ensemble, à court, à long et à moyen terme, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Alors, la solution peut venir. La solution. Oui, la solution peut venir. Par moment, on peut voir, par exemple, je vais vous donner des cas ici à Kinshasa, où il y a eu une inondation à Kisenso. Mais quelle est la situation de Kisenso par rapport aux 4 points que je viens d'évoquer? Kisenso se trouve sur Matete. Il y a glissement des terres. Et il y a des gens qui sont superposés les uns sur les autres, et ce sont les terres d'au-dessus qui tombent vers ceux qui sont en bas. Quel risque, quelle imprudence! Et on laisse les gens faire. Il y a limité, avec le problème des curages de nos rivières. Toute la saleté, la salubrité, il y a Kimouté qui est venu, il y a Gentini qui est là, qui ne font rien, et toutes les rivières sont devenues des poubelles. Et là, quand il pleut, les niveaux d'eau montent parce que les lits de nos rivières sont coincés, et les niveaux d'eau montent et sont dans les cités. Et comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas de construction viable. Les architectes n'ont pas eu la chance de bien œuvrer, de travailler comme des architectes. Mais qui a empêché aux architectes de travailler? Non, mais c'est l'État. Il n'y a pas eu la réglementation. Quand il n'y a pas de réglementation, c'est les désordres. C'est la jungle. Oui, c'est la jungle. Et chacun fait ce qu'il pense. Alors, la solution, moi je dirais, il faut qu'on arrive à s'arrêter et à bien concevoir, à bien construire et à mieux rénover. On pourra atteindre un niveau où nous
concitoyens auront la capacité de dire que finalement nous avons des villes à peu près rénovées, à peu près transformées, à peu près réparées par rapport aux difficultés que nous avons. Mais malheureusement, on constate tous ces pouvoirs illégitimes qui se succèdent, juste après Kasavubu, Mobutu, Kabila père, Kabila fils, Félix Tshisekedi, tous ces pouvoirs illégitimes, aucun n'amène la solution au problème des Congolais. C'est comme ça que nous disons ça doit s'arrêter. Donc c'est un problème de gouvernance. Oui, c'est un problème de gouvernance. Merci beaucoup, Madame Adiko Kodorka Ngoï. Ces inondations, il y a eu même mort d'homme. Hein? Je vais vous donner une révélation. Ok, allons. Tout à l'heure, je viens de vous dire que le parti UED Verco, le premier parti écolo au Congo... Vous êtes concerné, hein? Mais je vais vous dire, pourquoi ce parti est né. Les concepteurs de l'idée, M. Ngoïlou Kangopé à son âme, c'était mon papa qui est mort il y a 1 an et demi. Pourquoi il a créé ce parti? Il avait acheté un terrain à Kosbaki Bandal. C'était en 68 qu'il avait fini notre maison. On avait une très grande maison. À Bandalunga. À Bandalunga, Kosbaki. En diagonale avec l'hôtel Aqua. Qui, je ne sais pas comment est-ce que l'hôtel Aqua fait pour résister jusqu'à aujourd'hui. On avait en face de chez nous Yann Toumbi, qu'on avait chanté, une belle maison verte qui est en face de chez nous là-bas. Et je vous dis, on a aménagé en 68. En 72, il n'y avait plus de maison. Notre maison était partie, inondée, côté Kosbaki. L'État avait donné un autre endroit pour les gens qui étaient là-bas. Mais par là-bas aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui construisent à Kosbaki. Hein. Notre maison, si vous partez là-bas, il n'y a plus cette maison. Donc il y a autre chose qui est sortie là-bas. Mais, on a construit sur les cendres de votre maison. Mais oui, c'est pour vous dire. Oui. Je ne sais pas comment est-ce que les gens pensent, mais il faut que le gouvernement tape la main sur la table pour dire ça suffit. Et aussi, les grands problèmes, c'est quoi? Notre parti existe depuis 1991. Il a été créé le 15 mai 1991. Le parti existait, M. Ngoïlou Kangou. Il parlait, il disait, il expliquait aux gens, les gens le trouvaient comme un fou, disant, attends, écologie au Congo, en ces temps-là, c'était vraiment inconcevable. Il expliquait, il disait, si au moins on avait suivi ce qu'il disait, aujourd'hui notre pays n'allait pas être dans cet état. Parce qu'on ne veut pas consulter les gens qui connaissent, on ne veut pas mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Depuis, on a 30 ans maintenant. Est-ce que quelqu'un avait fait attention à ce que M. Ngoïlou Kangou faisait, à ce qu'il disait, pourquoi il avait créé ce parti, à tout ce qu'il disait, contre les abattements abusifs? Il n'y a pas longtemps, en 1998, je pense, ou bien 2009, je ne sais plus, avant 2009, vous avez vu comment est-ce qu'on avait coupé les arbres sur le boulevard dans la capitale. Jusqu'à là, on attend la révélation, madame. C'est ça. Mais la révélation, je vous dis, cette partie a été créée pour ça. On avait une maison, et 4 ans plus tard, il n'y avait plus cette maison. Et puis quand on était chez nous, à Kosbaki, là où on était, c'était pas loin, il y avait un pont, beau pont que je vois de couleur rouge, j'avais 8 ans quand on avait aménagé, le pont qui partait à Kanlouka. Et puis de loin, on regardait, il y avait la montagne, on appelait ça Ngomba, montagne là-bas qui allait vers Jamaïque, tout ça, mais c'était beau comme à Nice. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais si aujourd'hui, vous regardez là-bas, il n'y a plus de montagne, hein, c'est fini, plat. Les gens, ils ont construit abusivement, chacun construisait, prenait ce qu'il voulait, construisait ce qu'il voulait. Donc, construction anarchique. Anarchique, et puis le gouvernement ne veut pas prendre en compte les gens qu'il faut pour les mettre à la place qu'il faut. À la place de quelqu'un qui s'y connaît, on voit une autre personne. Exemple, pour l'écologie, pour la terre, comme ça, vous voyez, on vous met un, je ne sais pas comment dire, un médecin. Donc, parce que ça leur plaît, il est de leur bord, il est de leur parti, il est je ne sais pas comment. C'est ça qui fait qu'en conjuguant tout ça, rien ne marche. On avait coupé les arbres sur le boulevard. La raison, c'était pour agrandir le boulevard. Et aujourd'hui, le boulevard, quand il pleut, c'est le fleuve. Même les dirigeants de nos pays, ils se mettent à construire où ils veulent. On ne consulte plus les géologues. C'était les géomètres avant. Quand on achetait un terrain, les géomètres venaient voir, mesurer si c'était constructible ou pas. Donc ça n'existe plus. Pas plus tard qu'hier, je dis, cité du fleuve. C'était la cité des pêcheurs. Pourquoi on a chassé ces pêcheurs pour vendre à un Français et nous construire des maisons? Et maintenant, vous avez vu ce qui s'est passé? Cité du fleuve inondée, avec l'argent que les gens ont déboursé pour acheter ces cités. Limité Ndanou là-bas, on mangeait dans notre pays le riz qu'on appelait Ghana. Ndanou là, c'est un terrain marécageux. C'était la rizière. C'est une rizière. Une rizière. Pourquoi ils ont vendu à des gens?
c'est devenu une grande cité. Aujourd'hui, moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait inondation. Il y a d'autres terrains qu'on ne peut pas toucher. Mais les gens qui sont venus dans notre pays, comme si, je ne sais pas, ils n'ont jamais vu des gens qui sont venus, vous voulez parler de l'Aftel? Mais AFDEL, à partir de ce temps-là, les Kouyakou sont venus, ils ont construit abusivement un lopin de terrain maintenant sur le boulevard. C'est des millions de dollars qu'on achète partout. Donc les gens ont l'habitude de couper des terrains, construire comme ils veulent. Toi, tu as une maison basse et quelqu'un vient te construire 15 étages et il voit chez toi, il n'y a plus d'intimité. Tout ça, on doit interdire tout ça. Ça ne doit pas marcher comme ça dans notre pays. L'absence du pouvoir public, alors? Oui, l'absence du pouvoir public, oui. C'est ça. C'est ça. Alors, Jean-Claude Kitebi, Fondation Pierre Kangoudia, il ne fait pas beau, il fait même dangereux de vivre à Kinshasa, dans certains quartiers, quand il pleut et après la pluie. Hein, parce que les dégâts sont énormes. Il y a même les ponts Njili qui est en danger. Ne parlons pas des pertes en vies humaines. Jean-Claude Kitebi. Merci beaucoup, John, pour la parole. Je voudrais, avant toute chose, avant de donner mon point de vue, avant de donner une série de réponses par rapport à votre préoccupation, je voudrais ici saluer la mémoire d'un grand scientifique congolais qui vient de nous quitter, et alors que j'avais de très bonnes relations avec les pharmaciens, une de ses filles qui est médecin, je cite le pharmacien Batangu, qui pratiquement au soupir de sa vie, il a laissé une œuvre qui restera ineffaçablement gravée dans la mémoire, non seulement des Congolais, mais du monde scientifique, avec l'invention des Manacovid. Que l'enterre de nos ancêtres lui soit douce et chaleureuse. Ah oui. Je pense également à cette famille qui a perdu 4 enfants lors des dernières pluies dans la commune de Kisensu. Cher John, je suis très heureux et très à l'aise d'aborder cette question liée aux inondations. Je suis détenteur d'un diplôme de licence en aménagement du territoire à la faculté des sciences de l'université de Kinshasa. Donc j'ai quelque chose à dire parce qu'il relève également de mon domaine. Laissez-moi vous dire, John, les inondations n'ont pas de couleur politique. Ah oui, hein? Les inondations ne concerne pas le CACH, le FCC ou l'Union Sacrée. Que vous soyez de CACH, Union Sacrée, nous pouvons tous être victimes des inondations. Cher John, la question doit être abordée dans ces différents faciès. C'est vrai, mon ami Enanga, en tant qu'architecte de formation, il a essayé d'aborder le problème, mais faute de temps, je souhaiterais que, comme c'est une question très épineuse, si on peut avoir un plateau, n'est-ce pas, avec beaucoup de temps, pour essayer un peu de pénétrer avec beaucoup de profondeur cette question, d'autant plus qu'elle occasionne des dégâts matériels importants, mais également des pertes en vies humaines. Cher John, il se pose un sérieux problème d'urbanisation, non seulement dans la ville de Kinshasa, mais sur l'ensemble du territoire national. Et cela relève de ce que moi j'appelle les politiques publiques. Ah oui. Quelle est, par exemple, la politique nationale sur la gestion de l'environnement, par exemple? Jusque-là, aucune. Je ne dis pas que ça n'existait pas. Oui, ça peut exister sur le plan des textes, mais dans l'applicabilité, nous constatons qu'en fait, c'est comme si cette politique-là n'existait pas. Voyez-vous? Évidemment, quand vous regardez le plan de la ville de Kinshasa, c'est un plan qui a été conçu lorsque Kinshasa était habité par pratiquement 400-600 000 habitants. Aujourd'hui, avec l'explosion démographique à laquelle nous assistons, le plan de la ville ne correspond plus avec cette explosion démographique. Voyez-vous? Mais les responsabilités doivent être partagées. Pourquoi je l'ai dit? En matière de gestion de l'environnement, il y a plusieurs outils qui doivent être utilisés. La population qui se plaint aujourd'hui, qui est victime de ces inondations, est en partie aussi responsable. Comment pouvez-vous aller occuper un site qui est proche d'une rivière et lorsqu'il pleut, Trésor l'a bien expliqué, c'est-à-dire que le lit de la rivière, le niveau de la rivière diminue par le fait
de saleté que vous avez jeté. C'est comme si vous remplissez un seau à moitié avec du sable. Et quand vous déversez de l'eau, mais la partie supplémentaire va se déverser sur la terre. C'est ça qui arrive malheureusement. Et ces personnes-là qui construisent de manière anarchique, ils le font avec la bénédiction de qui? Des autorités qui n'ont aucun sens de responsabilité. Je ne vois pas, John, toi, prendre ton argent, aller construire le long de la rivière Njili et ériger un bâtiment, une église, sans l'autorisation de l'État. Voyez-vous, il faut penser à des solutions alternatives. Et à long terme aussi. Justement, vous avez évoqué le problème du pont Njili. Mais imaginez-vous, cher John, si ce pont-là arrivait à être coupé, disons à être détruit totalement, mais c'est tout l'est de la ville de Kinshasa qui serait coupé. Non, mais nous avons apprécié la réaction des autorités. Non, écoutez, la réaction, oui. On peut saluer, on peut encourager, mais il y a des mesures qu'il faudrait prendre bien avant pour éviter que le pire arrive. C'est ça qu'on appelle en gestion de l'environnement l'éducation méthodologique. Il faut sensibiliser la population. Voyez-vous, John, aujourd'hui, on peut réhabiliter ce pont-là aujourd'hui, mais les pluies vont continuer à tomber. Et nous sommes dans une situation exceptionnelle. Et on annonce des grandes pluies. Mais les grandes pluies-là sont amplifiées par ce que nous appelons les changements climatiques. Donc il faut s'attendre à des situations plus pures que ce que nous venons de vivre et tout récemment. Et par rapport à ce pont Njili-là, il faut penser à des solutions alternatives. On ne peut pas avoir une seule route, n'est-ce pas, avec un pont érigé dessus, de telle manière que si le pont est détruit, tout l'est de la ville est coupé. Nous comprenons maintenant la promptitude du gouvernement, parce que sachant qu'il n'y a que ça comme voie. Non. Oui. Imaginez-vous, oui, la promptitude, nous la saluons, mais on ne peut pas avoir 60 ans après l'indépendance une seule route. Il faut en créer d'autres, ça existe. John, je lis un grand scientifique, Georges Conrad, qui a dit que en l'absence de routes à viabilité permanente, il faut recourir, n'est-ce pas, à ce que lui appelle le transport fluvial, n'est-ce pas, qui est d'abord plus rapide, n'est-ce pas, et qui coûte moins cher à la tonne transportée. On peut avoir des taxis fluviales ici, n'est-ce pas, qui vous fait amener par exemple du centre-ville vers Maluku, sans passer sur la route goudronnée ou macadamisée, comme on peut dire. Voyez-vous, ce sont des solutions alternatives. Il faut faire en sorte que le gouvernement de la République prenne des responsabilités, et je crois que Sam Alukonde qui arrive, on va en parler, pourrait prendre la mesure de l'affaire. Pourquoi ne pas réhabiliter le train urbain, cher John? C'est faisable. Aujourd'hui, l'État s'est montré tout à fait démissionnaire en cette matière, à telle enseigne que la population s'est même permis de construire le long du rail. Voyez-vous? Maintenant, si parce que même la nature a horreur du vide. La population a compris que cette voie ferrée était devenue quasiment vide. Elle a construit. Non, mais justement, à qui la faute? C'est l'État. Ok? La population là n'a fait que profiter de la faiblesse de l'État. Ok? Si l'autorité de l'État était renforcée de manière rigoureuse, je ne pense pas que cette population-là se permettrait, n'est-ce pas, de venir construire le long de la route. Donc, en termes de solutions alternatives, je pensais, au-delà, où je propose, au-delà, disons, de la réhabilitation de ce pont-là, il faut construire de nouvelles routes. John, regardez, je vais chuter par là. Quand vous regardez le plan de la ville de Kinshasa, toutes les routes sont nord-sud. C'est difficile de t'expliquer sans dessin, mais comprenez que toutes les routes sont nord-sud. Nord-sud. C'est-à-dire, le nord de la ville de Kinshasa, c'est le centre-ville, c'est Gombe. Ok? Oui. Le sud, c'est vers le campus. Oui. Et l'est, c'est vers Tchangou, et l'ouest, c'est de l'autre côté. Oui. Mais imaginez-vous, il n'existe pas ce qu'on appelle des routes transversales. Vous ne pouvez pas quitter la commune de Makala, n'est-ce pas, et aller directement à Njili sans passer par le rond-point Ngaba, sans passer par la place Victoire. Parce que l'absence des routes transversales vous oblige de passer par ce qu'on appelle des places centrales. Voyez-vous? Donc imaginez-vous, à un moment donné, l'avenue bypass
le long de la résidence de Feu Mongolo Diaka était endommagé. Mais quelle souffrance de la population. Catastrophique. Vous comprenez un peu? Donc il existe des routes en terre battue, n'est-ce pas, qu'on peut réhabiliter, qu'on peut réaménager le plus rapidement pour rendre fluide la circulation dans la ville de Kinshasa. Voilà ce que je peux dire dans un Merci beaucoup Jean-Claude Kitébi. Mais mon souhait le plus ardent est de revenir sur cette question lors d'un plateau vraiment spécial inondation, spécial gestion. Il n'y a pas de souci. Tangoudia a un volet qui a trait avec l'environnement et nous avons... On va y penser. Merci beaucoup. Une réaction à chaud. En fait, c'est vous qui avez la parole aussi, mais il y a une autre thématique qui nous attend. Mais réagissez. Mon co-débatteur, je l'ai bien suivi, il a dit que depuis à vos côtés, tous les pouvoirs depuis l'indépendance sont illégitimes. Je ne sais pas si ça ne l'engage que lui, bien entendu. Ah ouais, trésor et j'aimerais également... C'est ce qu'il a dit, j'ai écrit que tous les pouvoirs depuis l'indépendance sont illégitimes. Donc je ne sais pas si c'est le pouvoir de M. Fayoul qui était légitime. En tout cas, on lui avait donné la possibilité de se défendre lors des dernières élections. Il n'a pas pu le faire. Il a échoué brillamment. Point. En dehors de cela, je dirais également que... enfin, il a relevé qu'il s'agit d'un problème de gouvernance. Oui. Nous sommes d'accord, je suis d'accord avec lui. Les pluies, n'est-ce pas? Oui. Bien ma sœur ici en face a parlé de l'absence du pouvoir public. Tout à fait. Et notre ami de M. Elle a même cité la parlé... C'est M. Kitébi. Non, notre ami du parti de M. Kangoudia. De la fondation. De la fondation. Oui, oui. Ah, d'accord, vous n'êtes pas de son parti alors. Non, lui il est de la fondation. Oh, excusez-moi. Alors, tout se fait avec l'autorisation de l'État. Effectivement, l'État est démissionnaire. Effectivement, il faut sensibiliser la population. La population doit prendre conscience. Tout cela veut dire que mes frères doivent comprendre que depuis l'indépendance, vous n'avez pas réussi à gérer seul ce pays. C'est aussi ça la... Ça devient un problème d'homme. Non, attendez, non. Nous sommes dans une société qui est majoritairement... Non, écoutez, laissez-moi m'exprimer, c'est mon temps. Nous vivons dans une société qui est dominée par les hommes. C'est un fait. On ne peut pas nier cela. Et si je dis même que le monde est dominé par les hommes, personne ne va me contredire. Mais je parle de ma société congolaise. Tous autour de la table ont reconnu qu'il y a des problèmes de gouvernance, qu'il y a un problème d'absence de pouvoir public, que l'État est démissionnaire. Tout cela veut dire que seul vous n'avez pas pu réussir à faire en sorte que le Congo soit le fils d'un pays émergent. Non, madame, il y a eu quand même des dames qui ont dirigé aux côtés des hommes. On les compte sur les bouts du doigt. Il n'y a pas 10% de femmes à l'Assemblée nationale. Des femmes dont vous parlez, il y a des femmes gouverneurs on les compte. Dans cette ville. Une femme gouverneure, Madame Guéré, j'oublie son nom, à l'Équateur, Guérengo, à l'Équateur. Il faut prendre conscience de certaines vérités. Ça fait partie des réalités. Vous reconnaissez et la toute première bourgmestre de la commune de la commune, c'était aussi une dame. C'est une dame, oui. Mais il y a combien de femmes dans la gestion, dans la sphère décisionnelle? Est-ce que maintenant, peut-on dire que le malheur du Congo, les femmes font partie de cela? Non, mais il ne faut pas aussi simplifier les choses comme ça. Vous dites que je simplifie. Oui. Vous dites que je simplifie. C'est pas un problème d'homme. C'est un problème d'homme. Mais quand je parle homme, c'est homme-femme. Non. Homme avec grand H. Attendez. Vous devez reconnaître une chose. Qu'en dehors de toutes des études que nous faisons, moi je suis chrétienne et tout ce que je fais, c'est en relation également avec la foi qui est la mienne. En dehors des connaissances que nous apprenons, il y a également, on dit toujours que derrière un grand homme, il y a une grande dame. Ah oui. On ne le dit pas par hasard. Nous, femmes, nous avons en nous une case, je dirais, une certaine... Vous appelez, les communs appellent ça intuition. Mais moi, j'appelle ça une science. C'est toute une science qui, en dehors des sciences que vous apprenez à l'école, nous avons cette science qui permet, dans des moments de difficultés intenses, vous verrez que la femme va trouver une... Madame, donc la solution au Congo, non, un instant, on fait évoluer
le débat. La solution, c'est que les hommes s'effacent et laissent les femmes diriger. Les hommes sont indispensables. Oui. Nous ne pouvons pas vivre sans les hommes. Mais seuls, vous ne réussirez jamais à sortir. Mais ils n'ont jamais dirigé seuls, madame. Vous avez toujours dirigé seul. Vous avez toujours dirigé seul. Lorsque les problèmes des femmes et des enfants, ne fût-ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qui vote? On vote, c'est la majorité. Si nous avons des problèmes propres à nous, ou qui concernent les enfants que nous éduquons, ce sont des postes électifs, madame. Ce sont des postes électifs. Attendez. Les femmes doivent battre campagne et... L'État, l'article 14 de la Constitution de notre pays dit que l'État doit garantir. Monsieur Sam Condé, il est de sa responsabilité, n'est-ce pas, de respecter la Constitution et d'approcher les partis politiques de telle manière que les 30%, n'est-ce pas, consacrés par la population, par la Constitution, au moins, alors qu'en fait la Constitution parle de 50-50, soient respectés. Vous êtes en train de parler d'échec de la société, mais vous êtes incapable de reconnaître que cet échec vient de votre gestion. C'est la vérité. Dans tous les domaines, les sphères décisionnelles... Malheureusement, les débats prennent les allures d'un procès fait aux hommes. Ce n'est pas un procès. Alors que ce n'était pas ça l'orientation. Mais ben justement, comme quoi, si vous voulez réussir en politique, des solutions. Je vous ai donné des exemples de pays, même ici en Afrique, on parle du Rwanda, il n'y a pas que le Rwanda, des pays qui ont évolué et qui s'en sont sortis. Observer que ce sont les pays. En France, il y a eu une femme qui était ministre de la Défense. Oui. Ce qui est inimaginable chez nous ici encore aujourd'hui. Il y a même une femme première ministre. Mais alors, chez nous ici, vous pouvez toujours estimer qu'après 20 ans d'études, la femme est relayée aux casseroles et au repassage de chemise. C'est frustrant. C'est frustrant. Alors, on vient de parler maintenant pendant 10 minutes. Ouais. La conclusion, c'est quoi? C'est un échec. Est-ce que vous pouvez inclure les femmes? C'est un échec de la société, mais pas des hommes. Dirigée par qui? Dirigée par les hommes. Dirigé par qui? Dans l'homme, là, il y a la femme. Non. Dirigé par qui? Ce que je suis en train de dire, vous en riez, mais votre rire, là, me frustre. Mais madame, alors on évolue. Vous faites le beau en riant. Les gouvernements, ça s'est fait attendre. Il est impératif. C'est à cause, la première dame, parce que les femmes ne sont pas là. Écoutez, c'est un constat. Nous constatons que nous représentons plus de 52% de la population. Vous passez votre temps à dire derrière un grand homme il y a une grande dame. Cette phrase n'est pas venue par hasard. Mais faites-nous participer à la gestion de la chose publique comme il se doit, de façon équitable. Mettez-nous à l'épreuve. On doit se battre contre qui? C'est un droit naturel. C'est un droit évident. Les urnes, l'État doit garantir cette parité. C'est une obligation constitutionnelle. L'État doit garantir. C'est un impératif. Et nous allons en déclinant et nous continuons à chuter, à tomber encore plus et plus et plus, parce qu'en fin de compte, quel que soit ce que nous puissions avancer comme argument, ceux qui ont la décision, ce ne sont pas les femmes. Merci madame. Nous n'avons juste le droit de nous taire. La parole doit circuler. Et ça doit s'arrêter. Trésor Inanga, vous n'êtes pas obligé de réagir contre les propos tenus par madame, ces procès contre les hommes, mais ça fait plus d'un mois, un mois et quelques jours, que Sam Condé a été nommé. Il était déjà considéré comme l'oiseau rare. Il avait les profils, en tout cas les profils de l'emploi. Plus d'un mois après, ça traîne, la population s'impatiente, mais lui rassure, il nous rassure que l'urgence ne doit pas être confondue à la précipitation. Merci. Nous continuons à nous incliner encore devant nos Congolais qui viennent de mourir, comme l'a fait Chikitebi, par rapport aux inondations. Mais avant de parler de ça, je ne vais pas répondre à madame. On appelle ça cas de force majeure. Oui. C'est la nature qui... Oui, la nature, malgré tout ça. La méchante, la brutalité de la nature. Merci. Je ne réponds pas, mais j'enrichis au fait les revendications de madame. C'est vous les hommes qui avez détruit ces pays. Vous savez, la force de la femme sur la terre a des fois une dimension de la divinité. Merci. Vous comprenez ça? Mais la femme congolaise
Il ne faut pas caresser madame dans le sens du poil. Non, je l'indexe pas. Je vous vois venir. Mais la femme congolaise, non, c'est calme. Okay. Je ne tire pas sur les femmes. Tranquillisez-vous. Ouais, je vous comprends. Moi, je suis un homme genré. Je respecte bien les femmes. Je sais. Mais ne biaisez pas non plus les débats parce que vous êtes un homme genré. Je suis un homme genré. Voilà. D'abord, vous savez que tout homme sort d'une femme. Nous avons des mamans. J'aime bien ma très chère tendre maman qui m'a bien éduqué, qui a assuré mon éducation de l'école, de l'église ainsi que de la société. Le peu que je suis, c'est grâce à elle, beaucoup plus, même si mon papa aussi a pu faire quelque chose. Mais je dis... Et votre épouse a pris les relais. Oui, maman a été relayée. Maman a été relayée. Donc, c'est ça. On connaît toujours ça. Oui. Alors, donc c'est comme ça, avec les femmes, il y a un petit problème pour les femmes congolaises. Vous savez que moi j'ai une expérience, les femmes quand nous étions élèves, généralement elles étaient premières des classes. Elles sont des êtres plus concentrés que les hommes. Elles sont des êtres qui sont un peu plus clean, calmes, mais à un certain niveau de la société au Congo, c'est les femmes qui tournent toute cette situation en bourrique. Pourquoi je dis ça? Elle se victimise. Elle se victimise. Les femmes, à un certain niveau, de prendre les devants comme femmes, comme êtres humains, elle prend la position des femmes. La position... on les appelle sexe faible. Sexe faible. Voilà. Ouais. Et, à tort ou à raison? À tort. Elles ont des potentiels. Avec tous ces potentiels, je me demande pourquoi elles se présentent comme ça. Et là où il y a les hommes, les femmes ont tendance à se retirer. Moi, je dirais que la femme congolaise... Elle s'efface. Faute de compétitivité. Non, je ne crois pas. C'est un problème de société. Je pense que c'est au niveau de l'école qu'on devrait accentuer pour que les femmes, dès l'école, après de brillantes études primaires, secondaires et universitaires, qu'elles sachent aussi évoluer, pas comme femmes, mais comme êtres humains. Les femmes congolaises, par rapport aux femmes d'ailleurs, quand on fait des petits voyages, on voit, les femmes d'ailleurs sont émancipées, vous sentez vraiment qu'il n'y a pas beaucoup ces replis-là autour d'une femme, c'est un être humain qui se défend. Donc, vous voulez dire que la femme congolaise est encore complexée? Oui, un petit complexe d'infériorité. Ah, ok. Elle pourrait retirer ça changerait beaucoup de choses dans leur... Mais moi je dis que la femme, c'est l'être de divinité. Si les femmes congolaises jouaient bien leur rôle, malgré l'état de notre société, nous n'aurons pas eu de couleur dans ce pays. Ce sont les mêmes mamans qui n'ont peut-être pas pu, pas certainement de leur faute, les problèmes des sociétés, elles vont peut-être vendre, laissent les enfants à la maison, l'éducation diffuse, tout ça, et les enfants qui sont transformés, mais quand l'enfant part à Makala, c'est la première qui pleure. On assiste au parquet, on voit à maman pleurer. Je n'ai pas fait ces enfants. Oui. L'homme est au boulot. Maintenant, c'est les femmes qui nourrissent les hommes. Hein. Voilà. Quel boulot ils vont? Oui. Ça m'a le Donc là, on a un problème. Je pense Est-ce que ces assurances t'ont convaincu? Oui, homme-femme, pour moi, c'est un débat entre l'œuf et les poulets. Donc on va commencer à chercher l'œuf, le poulet qui a commencé, qui est venu avant. L'œuf et la poule. Oui, l'œuf et la poule. Voilà, c'est un peu ça ma conclusion. Mais les femmes, courage, avançons, travaillons, ça ira mieux. Alors, pour ça nous sommes passés ici une semaine après... Je dirais la nomination ou la proposition de nomination. Il a été nommé, il n'a pas encore été investi au Parlement. Nous avons dit, ça m'a été le plus petit diviseur, multiplicateur commun, diviseur commun autour de les forces en présence entre le deal diabolique de M. Tshilombo et de M. Kabila. C'était la personne consensuelle qui ne fait pas mal. Mais c'est la personne, malheureusement, qui n'a pas le poids des enjeux du Congo. Enjeux géopolitiques, des enjeux de priorité de développement du Congo, des enjeux à multiples dimensions et multiples facettes. C'est une personne qui vient caresser dans le sens du poil tous les adversaires d'hier semblants, FCC d'hier, cache d'hier, appelé Union sacrée ouverte au débauché de Lamuka, pris ensemble, mais là, et lui vient toucher à gauche, à droite, pratiquement sans pouvoir. Et vous voyez, il y a Sama qui consulte, d'abord M. Tshilombo qui a consulté, Sama vient, Sama consulte, Kabound consulte, Katumbi consulte, et finalement, on ne sait pas qui finalement fait le travail pour sortir ce gouvernement. Vous arrivez à un niveau où certaines forces politiques, certains débauchés de Lamuka, ils envoient des noms
des gens ministrables sans connaître les postes de responsabilité qu'ils doivent avoir. Mais ça, c'est catastrophique. C'est dans quel pays qu'on a déjà vu ça? On envoie des profils des hommes sans connaître quel portefeuille ils vont prendre. L'UDPS, M. Kabouya a fait des révélations. 72 membres qui veulent entrer au gouvernement, 10 qui ne veulent pas quitter, ça fait 82 pour 10 postes et cherchent l'arbitrage auprès de M. Félix Tshisekedi. Vous voyez tout ça? Non, mais ça m'a rassuré. S'il vous plaît. Là, ce sont les... Nous sommes en politique. Ce sont les polémiques des réseaux sociaux. Et politique, M. John. Il rassure. Nous sommes en politique. En France, le premier Jean Castex est nommé 2 jours après son gouvernement. Mais nous ne sommes pas en France. Justement. Nous ne sommes pas en France. Prenons les bons exemples. La Belgique a fait plus d'1 année sans gouvernement. Oui, prenons des bons Parce que vous voulez comparer. Je ne compare pas, je prends des références. Prenons les bons exemples. La Belgique, royaume comme tel, le système n'est pas le même. Vous avez commencé par la comparaison. Oui, là, vous avez cité la France, moi je vous cite la Belgique. Comme le nôtre, le système n'est pas le même. Nous, on est un peu comme les Français, là, c'est un peu très très différent, avec un président et un premier ministre. Donc c'est pour vous dire que tout ça mis ensemble, M. Sama, ça prouve déjà que la mission qui lui a été confiée pour sortir ces pays du marasme et des difficultés économiques et sociales. Échec déjà. L'échec est en vue et monsieur ne fera rien. Donc, tous ces gens qui viendront ministres, je ne sais pas à qui ils vont répondre. Parce que lui-même, M. Sama, c'est même pas lui, même si le président qui nomme finalement, c'est même pas lui qui sait voir les profits de chacun d'entre eux. Parce que la manière dont les gens seront retenus, ça ne sera pas d'une manière, c'est une sélection républicaine. La sélection sera, il y aura d'autres enjeux qui entreront dedans, il y aura des sentiments, il y aura des problèmes de politique. Et l'enjeu des Congolais, c'est qu'ils font aujourd'hui 2 ans et demi après les élections, où leur situation de la vie a totalement changé. Même des petites denrées alimentaires dans les marchés qui coûtaient assez cher, qui coûtaient des prix raisonnables, 2 ans après, tout a pris de l'ascenseur. Le peuple a d'abord une histoire, une illusion totale, un mensonge fallacieux, et à ce jour, rien ne marche. Donc M. Sam, avec son budget de 3,5 milliards, avec exemplaire... Non, ça n'a pas encore de budget. Je vous assure, mais c'est ce budget qu'il utilisera l'autre... N'allons pas trop vite en besogne. Où prendra-t-il notre budget? C'est le même budget qu'il devrait utiliser depuis plusieurs années. Il ne va pas créer l'argent. Alors, donc nous disons qu'il n'y aura rien de spécial. Merci, non. Et dans tout ça, nous disons à la position qu'on ne rien attendre de cette union dite sacrée. Et heureusement que nous avons... du FCCCH et des débauchés de la Mouka, il n'y aura rien de bon. Nous avons Mme Adikoko Dorcas Ngoï de Force Politique et alliée de l'UDPS. Madame, oui. Comme les vents annoncent la pluie, est-ce que cette longue attente de la sortie du gouvernement Sama Lukonde annonce déjà l'échec de ces gouvernements? Je dois commencer par répondre à notre architecte. La manière... Oui, de décider. La manière où il a décrit la femme congolaise, je suis estomaquée. Complexée. Une femme congolaise, complexée. Par contre, Monsieur Trésor, voilà ce qu'il faut faire. Vous, les hommes congolais, vous êtes des coutumiers. Vous êtes des machos. Vous prenez des femmes au travail comme si c'était vos femmes à la maison. Il faut enlever cette image, cette idée dans vos têtes. La femme que vous trouvez au travail, à la maison, c'est votre femme. Mais quand on arrive au travail, nous tous, nous sommes des hommes avec un grand H. Je ne vois pas où est-ce que je vais avoir le complexe. Peut-être que je travaille mieux à l'école que vous. Le complexe va venir. Vous avez fait mieux à l'école, peut-être. Vous faites tout pour que cette femme se sente amoindrie, complexée. Quand il y a des décisions qui se prennent dans des sociétés, la femme n'est pas là. Même si vous avez le même grade, elle est dehors. C'est entre les hommes. Même là maintenant, pour choisir les gens, les ministrables, est-ce que les femmes sont là ou c'est seulement... Mais battez-vous, madame. Mais on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Vous voulez qu'on vous offre les postes sur un plateau d'or? Madame Alice a dit, un jour, vous allez voir les mamans, toutes les femmes dehors, nous allons marcher. Comme ça, vous allez une fois pour toutes comprendre. Commencez par les fêtes, les 8 mars. C'est comme ça. Au lieu de se limiter à boire et à danser. Le 8 mars, le mois de mars, les sont tombés parce que vous profitez de ce mois, parlez de la femme. Le 31 mars,
1er avril, fini. On prend 1er avril, et on oublie le mois de mars. Non, c'est pas ce qu'on veut. On veut que la femme soit... Il faut aussi qu'on mette le mois de l'homme. Parce qu'aussi longtemps qu'il y aura toujours le mois de la femme... L'homme en a 11, surtout nos hommes congolais, vous pensez toujours que la femme, elle est moindre. Madame, l'homme en a 11, paraît-il. Non, c'est pas 11. Il faut qu'on se partage tout le reste des mois là. Ou on enlève le mois de mars chez nous au Congo parce que vous pensez que le mois de mars, quand vous parlez de nous, nous sommes contentes et nous disons que nous ne sommes pas. Non, c'est pas ça que nous voulons. La femme congolaise, c'est pas ce que la femme congolaise veut être partout où ça se passe, les décisions de notre pays. Parce que nous avons vu travailler échec sur échec. Les inondations, ça ne commence pas d'aujourd'hui. Ça, c'est les hommes. Vous pensez que si une femme était à la tête de ce pays, le quartier Cité du Fleuve, là, qu'ils ont vendu, vous pensez que... Même ces quartiers-là. Ces quartiers, on allait vendre. Complètement sous les eaux. Oui. Pourquoi aller vendre les maisons? Pourquoi vendre, chasser les pêcheurs? Vous ne savez pas que les pêcheurs, c'était une façon de nourrir la population congolaise? Madame, je vous ai posé une question. Donc oui, j'en arrive. Par rapport à la longue attente. Qu'on élimine un peu tout ça. Parce que je ne veux pas que les gens restent dans leur tête, pensent que la femme congolaise, elle est complexée devant l'homme. Non, je n'en vois pas. Je ne sais pas de quelle femme vous parlez. Congolaise, vraiment pas. Alors, en tout cas, je crains que Trésor ait tort, hein, parce que même sur ces plateaux, en plus, c'est dit un homme genré. les dames ne sont pas du tout complexées. Hein. Il n'est pas genré. Il n'est pas genré. Un genré ne peut pas parler comme ça. Vous êtes un pseudo-genré. Hein. Oui, pseudo-genré, oui. Faire plaisir aux femmes. Vous êtes démasqué vous-même. Hein. Non. C'est l'abondance du cœur. C'est la réalité. Qu'elle la bouge pas. C'est triste. Hein. Cette longue attente. Longue attente, je ne sais pas pourquoi vous appelez ça longue. Non, par mais rapport madame, à quoi? il y a des urgences, ces pays. Mais oui, des urgences pour aller où? Plus de 30 jours après. On va marcher pas à pas. On sait, le calcul sont là, sont faits. Il a le temps, d'ailleurs, il vous a dit, il a rassuré la population congolaise. Attendez, patience, cette semaine, à la fin de cette semaine ou la semaine prochaine, il y aura les ministres et puis le pays va commencer à tourner. Non mais madame, face aux urgences de ces pays, dans un pays où tout est urgent, madame, tout est urgent. C'est ce que les gens pensent, que tout est urgent. Mais marchons mollo, donc il y avait les pays étaient dans un état. Donc alors pour faire ce que Fachi a fait, relever le pays actuellement au niveau où le pays est, il faut vraiment avoir de la patience. Hein, parce que vous avez déjà patienté autant d'années dans la misère, dans la médiocrité, rien n'est marché. Vous n'avez rien dit. C'est seulement là maintenant, pendant ces 2 ans et demi, vous savez comment ça s'est passé, que les gens vont dire que nous impatientons, ça dure, ça traîne, tout ça. Mais il avait... Quand il a été nommé au mois de février, le 15 février, oui. Il a eu le temps de consulter, à voir des gens parler, tout ça, et puis les gens... Mais après consultation... Après consultation, maintenant il faut que les choses se mettent en place. C'est pas parce que tous les jours il fait... Mais le temps n'est pas notre allié, madame. Ça au moins vous le savez. Le temps est temps, il sait, le temps sait, il a pitié, il a la compassion de la population congolaise. Le temps s'est dit oui, ce peuple a trop souffert, maintenant il faut que les choses se fassent bien. Mais de quel temps vous parlez? Le temps là que vous parlez, que le temps passe, le temps ne passe pas. Le temps a toujours été sévère, madame. Le temps dont moi je parle a toujours été sévère. Non, c'est dans la tête des gens. Le temps n'est pas sévère. Vous allez voir les jours qui suivent comment ça va se passer. Il ne faut pas, comme il a dit, il ne faut pas comparer la précipitation et la vitesse. Non. Urgence et précipitation. Patience, c'est un fruit de l'esprit. Ayons le fruit de l'esprit. Patientons. Le gouvernement va sortir, va aller au Parlement et comme ça, nous allons marcher. Parce que vous savez, les gens qui sont venus de partout, du nord, sud, est, ouest, ensemble. Vous savez que c'est comme ça, du jour au lendemain, dire bon, mais il y a aussi un problème Non. Madame, cette longue attente n'est-elle pas révélatrice d'un sérieux problème de gestion des ambitions au sein de l'Union sacrée? Oui, il faut que ça soit élagué. Il ne va pas commencer à nommer à la va-vite. Non. Il faut qu'ils prennent le temps de comprendre et puis savoir quoi faire avec le président. Ils se sont vus. Là, ils se sont dit des choses. Je crois que là, maintenant, c'est bon, ça va sortir et puis on va avancer. Là, vous savez, là où il y a mélange de personnes, des mentalités. À l'instar de l'Union sacrée, hein? Non, mais l'Union sacrée... Une sorte de fourre-tout. Non, comme j'ai dit, l'Union sacrée, c'est pas un lieu de refuge. Hein. Fourre-tout, je ne sais pas pourquoi vous dites fourre-tout, mais
les portes étaient ouvertes, comme Jésus dit, venez à moi les petits enfants, peut-être qu'ils êtes fatigués, moi je vous donnerai les repos. Vous venez, mais vous allez maintenant marcher comme dans Amos 3.3, deux personnes qui ne se sont pas entendues ne peuvent pas marcher ensemble. Peut-être c'est ce que Sam est en train de faire maintenant. Les gens qui sont venus, et maintenant ils commencent à dire autre chose, il faut qu'ils prennent le temps pour dire, pendant ces temps, Amos 3.3, on avait dit l'union sacrée c'est ça, pendant ces temps, maintenant c'est une seule personne qui va diriger et non deux. Madame, pendant ces temps, le peuple, lui aussi, s'impatiente. Le peuple congolais, le pauvre peuple est resté pendant plus de 20 ans. Vous savez dans quel état le peuple était resté, et le peuple, les 2 ans là, patienté, et le meilleur va venir. Le président de la Chambre haute du Parlement, dans son speech de la rentrée du mois de septembre, l'a même reconnu que nous attendons le gouvernement Sama qui doit vite être constitué pour se mettre au travail parce que les urgences sont légion. Mais de l'autre côté, Sama, après son entretien avec les chefs de l'État, nous rassure. Vous a-t-il convaincu? Convaincu ou pas convaincu, il faut faire une lecture minutieuse de la situation. Mais permettez-moi, John, avant d'en arriver là, je voudrais... Vous voulez revenir sur juste un petit mot. Cette guerre entre hommes et femmes? Bon, ce n'est pas à mon sens une guerre, mais nous sommes en train d'échanger au fait. Okay. J'ai toujours eu beaucoup de respect et de considération aux femmes, d'autant plus que, Enan l'a rappelé, nous sommes le fruit, n'est-ce pas, ou les résultats, n'est-ce pas, de cette union-là entre les hommes et les femmes, bien entendu. Mais la femme, au fait, donne la vie au risque de perdre même sa propre vie. Tout à fait. Donc, il faut vraiment respecter. Il faut respecter la femme. Mais quant aux revendications telles qu'exprimées par nos mamans qui sont ici sur le plateau, je pense qu'il y a des canons, n'est-ce pas, qu'il faudrait utiliser pour obtenir gain de cause par rapport à leurs revendications. Quand bien même que la Constitution consacre un pourcentage des femmes qui doivent se retrouver dans les institutions de la République. Nous sommes dans une situation où dans un pays, nous connaissons comment les choses fonctionnent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre occuper un poste dans une institution de la République, n'est-ce pas, si vous ne faites pas partie des regroupements politiques qui sont, n'est-ce pas, en gestation dans les négociations politiques. Donc, au fait, je conseillerais à nos mamans de se battre comme il se doit, comme il se devait, à travers des structures très appropriées. Ça leur permettrait de faire entendre leur voix. Et nous les encourageons sur cette ligne-là, sur ces combats-là. Et je crois qu'ils peuvent compter, si pas surtout les hommes, mais disons, ils auront... Un homme genré. Ils auront mon soutien. Comme vous. Voilà. Alors, un petit élément aussi par rapport au premier sujet de l'émission. Les inondations. Par rapport aux solutions, il faudrait que le curage de nos rivières devienne une activité quotidienne. N'est-ce pas? C'est-à-dire que de manière répétée, une fois le mois, 2 fois le mois, on doit évacuer les rivières parce que la forte concentration des déchets réduit ce que j'appelle la compétence de la rivière, c'est-à-dire sa capacité à charrier ou à transporter, n'est-ce pas, tout ce qui ressort plutôt de la population. Mais également, le problème sérieux réside au niveau du foncier tel que Nanga l'a évoqué. L'affectation des sols. John, nous sommes une population à vocation agricole. Mais quand vous affectez des sols fertiles, n'est-ce pas, à la construction des maisons, comment est-ce que nous allons nourrir nos populations ici? Donc voilà que les 2 petits éléments que j'ai là. Il n'est pas étonnant que les Quinois meurent de faim. Mais comment ça? On doit mourir de faim parce qu'on ne fait pas les études du sol, on ne sait pas affecter le sol à quel type d'usage par exemple. Ce sont les sols non fertiles qu'on doit affecter pour la construction des maisons, des immeubles, des stades par exemple. Un sol qui est capable de vous produire des légumes, le pondou, comment vous allez construire dessus? Donc il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à faire. À la place du pondou, vous avez un immeuble. Mais justement. Et comme la nature est têtue, elle vous rattrape. Donc je crois que j'aurai l'occasion de revenir sur ces sujets importants lors des prochaines émissions. Oui, le président de la République, chef de l'État, a reçu le Premier ministre, n'est-ce pas? Et le Premier ministre a fait une interview au sortir de cette audience. Il a rassuré tout le monde. Pas d'amalgame. Ok? Il a rassuré tout le monde. Lui-même a dit qu'il ne faudrait pas confondre urgence et précipitation. Cher John,
Madame Dorcas venait de dire ici tout à l'heure que l'union sacrée ne doit pas être considérée comme un lieu de refuge. Rappelez-vous, je vous ai dit lors d'une émission que cette union sacrée ne doit pas être considérée aussi comme étant une blanchisserie de la classe politique. Voyez-vous, nous connaissons les hommes. Comme disait quelqu'un, je connais le joueur et son style de jeu. Les attentes de la population sont tellement nombreuses, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'avoir le plus rapidement ce gouvernement. N'est-ce pas? Oui. Le plus important n'est pas que ça nous sort un gouvernement aujourd'hui à minuit ou demain matin. Voyez-vous, donc le plus important, que ce gouvernement-là qui va sortir soit un gouvernement qui va rencontrer les aspirations du peuple congolais. C'est-à-dire, le plus important, c'est le profil des ministres. Ok? Le profil des ministres, la taille du gouvernement, n'est-ce pas? Mais également les missions que le chef de l'État doit confier à ce gouvernement. Et le critérium, ou si vous voulez, le critère le plus important, c'est la compétence. John, nous avons fait des émissions avec vous, nous avons parlé du problème de la gestion des ambitions. Moi, je me suis posé la question de savoir, est-ce que toutes les personnes, tous les opérateurs politiques, venant de tous bords, intégrant l'union sacrée de la nation, telle que prônée par le chef de l'État, l'avaient fait par conviction, n'est-ce pas, ou par positionnement ou repositionnement dans les institutions de la République. Et Nang avait de nous rappeler, laissez-moi les citer régulièrement, qu'il y a 10% des ministres sortants qui veulent demeurer dans le gouvernement. Alors que tout le monde est unanime que le gouvernement Lukamba avait échoué. Mais ils vont rester dans le gouvernement pour avoir donné quoi en termes de résultats qu'ils n'ont pas donné pendant 2 ans et demi, n'est-ce pas? Qui vont nous donner maintenant dans les 2 ans et demi qui restent pour la fin du mandat du président de la République. Je pense que les urgences étant nombreuses, il ne faut pas qu'il y ait de la complaisance. Le Premier ministre et chef du gouvernement doit se montrer autoritaire dès le départ. C'est lui qui a été choisi par le président de la République. C'est lui le sélectionneur. Peu importe les ajustements, peu importe les pressions. Je ne disconviens pas. Mais oui, les pressions peuvent venir de tous bords. Les pressions extérieures. Mais justement, cher ami, les pressions, oui, pas seulement extérieures, même au niveau interne, avec ce fameux problème des poids politiques. Nous avons autant de députés, nous devrions avoir autant de postes au niveau du gouvernement. Comme si avoir un nombre de députés élevé était devenu un fonds de commerce. Le pays est dans une situation difficile. C'est fort regrettable que nous fassions face, n'est-ce pas, générer compte des députés, mais quand quelqu'un doit se dire que voilà, nous qui étions pétitionnaires, nous devons être récompensés. Comme si faire tomber un bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat était un objectif prioritaire dont dépendait le développement de notre pays. Alors, pour citer, cher John, j'ai dit tout simplement, nous attendons, ça me connaît, ouais. D'autant plus que c'est le choix plutôt du président de la République, mais les problèmes sont réels. Ah, quand la fumée blanche? Je n'en disconviens pas, moi je ne suis pas dans le secret du Premier ministre. Il nous a dit, n'est-ce pas, qu'il a été reçu par les chefs, ils ont échangé, et un des médias congolais aujourd'hui nous a dit que les divergences étaient aplanies. Voyez-vous? Mais écoutez, ces divergences-là aplanies, nous avons besoin des résultats. Ok? Nous sommes, je vous ai dit l'autre fois que j'étais parmi les Congolais les plus heureux, n'est-ce pas? Qui constatent au finish que l'Union sacrée de la nation aujourd'hui, à travers le président de la République, et il a les commandes, n'est-ce pas, de tous les rouages du pouvoir en fait. Et le chef n'est pas même. Il n'a plus de prétexte, il n'a plus d'excuses. Il n'y aura plus d'excuses. Le FCC ne bloquerait plus. Les diables FCC n'est plus là. Voilà, donc nous avons besoin des résultats. Donc, toutes les chances au Premier ministre, nous attendons voir le profil du gouvernement. Nous n'avons pas, je ne peux pas avoir de préjugés tant que le gouvernement n'est pas sorti. Tout à fait. Sinon, nous allons spéculer.
Justement, on doit avoir un gouvernement responsable avec des missions responsables, Madame Alice Nzouzi, avec des hommes et des femmes compétents. Madame, c'est les derniers tours d'étape. Là, vous avez la parole, vous allez aussi en profiter pour conclure. Hein? Ça me donne envie de rire lorsque vous parlez, vous dites le diable FCC n'est plus là. Mais lorsque je regarde à l'Union Sacrée, je ne vois que des originaires. On a repris les mêmes démons. Donc, qu'on arrête un peu de se moquer des gens. Qu'on arrête de se moquer de la population. Quelle est la vision de l'Union Sacrée? C'est peut-être à partir de là. C'est la vision du chef de l'État. C'est la vision du chef de l'État. Quelle est la vision du chef de l'État? C'est la vision de l'Union Sacrée. Bon, c'est peut-être à partir de là aussi qu'il y a des difficultés à trouver les acteurs adéquats à diriger les différents ministères, puisque la vision n'est pas connue. C'est la vision du chef de l'État, madame. Mais oui, mais il faut que les acteurs, lorsqu'on sait de où on va et de quoi on parle et quelles sont les priorités. Il y a eu encore un projet là, tout récemment. C'est à partir de là que vous pouvez trouver des acteurs qui vont agir en conformité avec cette vision. Mais quand il n'y a pas de vision, c'est un problème. Ça fait plus de 6 mois qu'on stagne, ça fait plus de 6 mois qu'on attend et on se demande, on va tendre jusque quand. Mais en tout cas, il y aura des difficultés. Pas des précipitations, madame. Hein? Les enjeux sont des tailles. Lorsque vous osez il faudra aller avec... S'il vous plaît, lorsque vous vous permettez de dire pas de précipitation, est-ce que vous avez conscience de la situation dans laquelle la population congolaise vit? Quand vous dites pas de précipitation, ok, pas de précipitation. Ça fait plus de 6 mois que la population attend, que tout est bloqué. La criminalité augmente, la pauvreté augmente, les difficultés de tout genre augmentent. Donc c'est comme si tout est bloqué. Est-ce que vous avez conscience de ce dans quoi nous vivons? La situation est dramatique. Et avec qui? Avec des acteurs qui attendent d'être récompensés par rapport à un acte qu'ils auraient commis pour avoir déchu le président du... C'est scandaleux. Le mot honorable, le mot excellence a une signification. On dit qu'il faut qu'il y ait compétence. Non, il faut d'abord qu'il y ait amour du pays, il faut d'abord qu'il y ait nationalisme, il faut d'abord qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont conscience que le Congo avant tout et les Congolais avant tout. On parle de plus de 90 millions d'êtres humains. Comment peut-on aujourd'hui minimiser cela en parlant en termes de on va gratifier ceux qui ont à faire tomber le... Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité À l'Est, on coupe la tête aux femmes. Il y a des enfants de 2-3 ans à côté d'un cadavre, le cadavre de leur mère criblé de balles, et qui ne sait pas où que faire. Ces enfants-là sont des Congolais comme moi et vous. Ce sont nos frères. Est-ce que vous avez conscience de ça? Est-ce que le Congo a conscience de ça? Et à Kinshasa, on est en train de parler dans les salons de j'ai fait tomber la tête de Mabunda. Oui, Vous manquez même à dire. Il y a des moments où j'ai honte d'être Congolais. Je veux le dire en regardant la caméra. Il y a des moments où j'ai honte. Il y a des gens qui ne savent pas quoi faire. À Béni, au moment où nous parlons, il y a des cadavres de mes frères qui ça date, hein. Cet état des choses date. Hein. Même à l'époque de Joseph Kabila, il y a eu des femmes violées, madame. Lorsque Joseph Kabila quittait le pouvoir, il y avait 2 groupes armés. Aujourd'hui, il y en a plus de 150. Arrêtons ça. Arrêtons de se moquer des gens. Je ne dis pas que tout ce qu'il a fait était parfait. Je n'ai pas dit ça. Le nationalisme est un impératif. Qui est notre ennemi? On se bat contre qui? Qui veut nous arracher ce que nous avons, notre sol et notre sous-sol? Que devons-nous faire? Il faut des soldats du peuple, j'ai envie de dire. Qu'on arrête avec cette histoire de... Ils ont gagné, et parmi ceux qui ont fait tomber
Mabunda entre parenthèses. Devrais-je le dire, devrais-je pas le dire, mais j'ai envie de le dire. Il y en a qui font du pied encore au PPRD pour essayer de renouer. Parce qu'ils se rendent compte que dans un gouvernement de 45 ou 50 personnes, il n'y aura pas la place pour tout le monde. Ce qu'ils avaient, maintenant ils doivent le quémander. Connerie de la classe politique congolaise. Et vous voulez qu'on se taise et qu'on dise que les hommes ont bien géré. Vous n'avez rien fait. Et pour terminer... C'est une honte. Ce que nous vivons en RDC est une honte. De 60 ans des règnes des hommes. C'est une... Écoutez, est-ce qu'on vient de parler, non? De quoi on parle? On ne dit pas de précipitation, pas de... Mais entre-temps, on continue à mourir. Entre-temps, il y a des inondations partout. Entre-temps, on parle d'un corona vrai, fictif, on ne sait pas. On parle d'un vaccin. D'un vaccin. Quel est le temps entre la fabrication de ce vaccin, la mise en place de ce vaccin et aujourd'hui, les effets secondaires, on ne sait pas. On a déjà tellement de souffrances, on veut nous en ajouter encore. Hein? Entre-temps, à Massino fin fond, là, au moment où nous parlons, il y a une femme et peut-être 5 ou 6 enfants en dessous d'un arbre qui ne sait pas où aller, qui n'a pas 200 francs pour acheter un pain. C'est ça la réalité du pays. Est-ce qu'on a conscience de ça? Mais cette réalité ne date pas d'aujourd'hui, madame. Ce que vous dites ça, là, vous les perdez des vues. Ce que vous dites là, oui. Je n'ai pas envie de le qualifier parce que vous risquez de ne plus m'inviter à la prochaine émission. Mais je veux tout simplement dire que regardons l'essentiel. Penchons-nous sur l'essentiel. Prenons conscience que notre guerre n'est pas seulement contre les impérialistes qui entrent dans le pays. Notre guerre est contre la pauvreté. Notre guerre est contre la souffrance, la misère. Nous sommes en guerre. Qu'on arrête dans les salons huppés de Kinshasa, où ils boivent le champagne, ils mangent le caviar et autres. Qu'on arrête de nous endormir avec des conneries. J'appelle ça des conneries. Merci beaucoup, Madame Alice Nzouzi. C'était un coup de gueule de votre part. Trésor Enanga. Merci pour la parole. En fait, j'aime bien ce que maman dit. Le mot honorable n'a aucun sens. J'ai vraiment aimé ça. Ouais. N'a aucun respect. Mais justement, c'est ce que nous avons déjà dit. Depuis le 30 décembre 2018, tous ces gens-là ont été nommés. Ils n'ont jamais été élus. Le peuple congolais, avec toute cette misère, ne peut pas élire des personnes, permettez-moi de ne pas dire n'importe quoi à la télé. Des personnes qui n'ont aucun souci de la population. Et voilà ces gens qui réclament des postes pour avoir fait un job de leur soi-disant maître. Un maître à penser. Les parrains de la révolution. Un parrain de la révolution fictive. Les parrains de la révolution parlementaire. Dans cette révolution fictive que j'appelle, il y a un salon en arrière où les deux boss se rencontrent. Ils se parlent. Le FC se cache. M. Joseph Kabila et M. Tshisekedi se parlent, ils se voient. Et il y a des gens qui font semblant de se battre, où il n'y a rien du tout. J'ai dit à ma madame, je vais vous rappeler 3 histoires. J'ai pris le temps de noter certains trucs ici quand j'ai sauté à l'autre base au niveau de la cité. Vous savez que le sucre, en 2018, 5 kilos de sucre coûtait 5 500. Oh. Aujourd'hui, c'est 10 500. COVID, 2 ans après. COVID. Non, s'il vous plaît, je me sens 3 produits. Non, mais Covid y est pour quelque chose. Le macabre ambassade, le carton, a coûté 75 000 francs en 2019. Maintenant, c'est 105 000 francs. Le riz de 25 kilos, ça coûtait 75 000 francs. Donc, autrement dit, vous voulez dire quand Kabila a quitté le pouvoir, c'était ça les prix. Quand Kabila a quitté le pouvoir. Ça coûtait. Non, mais c'est ça qu'il veut dire. Non, mais justement, laissez-moi. C'est une réalité. Ça coûtait 28 000 francs. Aujourd'hui, c'est 43 000 francs. C'est pour dire que M. Félix Tshilombo n'a rien foutu de ces 2 ennemis du pouvoir. D'un faux pouvoir, je l'appelle comme ça. Des AFCC cachés. Tant mieux, ils ont voulu ça comme ça. Ce n'est pas nous. Nous n'avons pas accepté ces résultats-là. Ces faux résultats, on ne les a pas acceptés. C'est comme ça que nous disons ceci. Est-ce que vous savez que maintenant nous parlons aujourd'hui, il y a ville morte à Beni, à Butembo et à Oicha. En ce moment, nous parlons. La journée d'aujourd'hui, 19, il y a ville morte. Au moment où il ne faut pas confondre urgence et précipitation. En ce moment-là, il ne faut pas confondre urgence et précipitation. Il y a ville morte parce que les gens sont fatigués des promesses fallacieuses de M. Tshilombo. Il a promis qu'il irait là-bas, rester avec eux.
finir la guerre. Il n'est jamais parti. Il n'est jamais parti. Donc, c'est pour dire que nous, à l'ECD, à ce jour, nous avons mis sur la table notre proposition de loi par rapport à la réforme de la CENI. Avec la MOUCA, nous avons mis ça sur la table. On va en parler. C'est justement pour vous dire que les élections ont été chaotiques. Et le peuple n'est plus prêt à revenir à cette situation-là de chaos dans 2 ennemis. En tout cas, au prochain numéro, on va parler les catholiques, avec l'agenda 2023, avec les catholiques, oui, ils ont rappelé avec l'agenda 2023 en disant que leurs initiatives qu'ils prennent, ce n'est pas pour combattre les acteurs politiques, mais c'est pour mobiliser et veiller la population sur la question électorale. Pourquoi? Parce que ces questions-là électorales qui font que ces pays ne puissent pas avancer, l'illégitimité en illégitimité. Madame Adikoko. C'est comme ça que nous disons demain, je conclue par là en disant, demain le président élu Martin Fayulu va rencontrer les étudiants au collège de Boto, où il va présenter cette loi. Nous demandons à tous les étudiants de la ville de Kinshasa, de toutes les institutions, de venir au collège de Boto demain samedi à 11h et venir comprendre de quoi il s'agit, la réforme de la CENI. Et qui décide, les étudiants? Madame Adikoko, il faut que la politiser les milieux étudiants. Non, ce n'est pas les milieux, ce sont les étudiants qu'on connaît. On n'est pas allé dans l'université pour ça. Vous les avez appelés qui viennent à la conférence. C'est Madame Adikoko qui est là. Je saute sur le mot honorable. Honorable. C'est vraiment aussi, j'ai honte dans mon pays d'appeler des gens honorables. Pourquoi? N'est-ce pas que les honorables sont des gens honorés, qu'on honore, que les gens, dans les temps, je veux dire dans les temps, un député, un honorable dans mon pays, le Congo, c'était quelqu'un qui on saluait avec respect. Mais qu'est-ce que les honorables de notre pays nous font voir? N'est-ce pas qu'on a vu Kimbuta et Fayulu se disputer? Oui, je vous ai emprunté 40 000 $, patati patata. Des honorables, s'il vous plaît. Ah ben, vous n'avez pas vu ça? Kimbuta et Fayulu se discuter où? Kimbuta et Fayulu. C'était des meurtres. Où? Non, c'est pas ça. Où? Non, mais ça n'est jamais fait. Il a dit Vous n'avez pas la parole. On évolue, madame, on évolue. Avait emprunté 40 000 $ de sa femme pour finir sa maison. C'est quelque chose qui est passé ici par les honorables. C'est pourquoi j'ai difficile d'appeler honorables les gens que vous nous donnez comme exemple aujourd'hui. Et puis, de nos jours, les honorables dansent beaucoup aussi. Des honorables, oui. Dans des boîtes matin, midi et soir, qui prennent des petites filles. Honorables. Dans des chansons obscènes, des danses obscènes. Le nom des honorables, c'est les deux honorables. Il faut peut-être qu'on change de nom. À Paris, là-bas, on ne dit pas honorable. Hein. On appelle monsieur tel. Parce que honorable, il faut vraiment que quelqu'un soit honorable. Mais quelqu'un qu'on voit matin, midi et soir dans des boîtes avec des petites filles, il sort demain, il est au Parlement, honorable. Honorable, hein. Salut. Bon, alors, je voulais dire. Vous me parlez des pots de verres de sucre, de riz, patati patata. Oui, j'ai dit 500, je vais vous donner un exemple. En 2018, là, le dollar était à combien? Aujourd'hui, si ça a augmenté, c'est par rapport au dollar. Il ne faut pas dire que 500 a augmenté. Mais pourquoi les dollars ont augmenté? Mais le dollar a augmenté. Ouais. Ceux qui sont partis, la Kabylie, je veux dire, en partant, vous croyez qu'il est parti comme ça, tranquillement, doucement, oui, tout est beau, tout est gentil. Ils ont saboté l'économie. Ils ont laissé, ils savaient, entre autres Mosite aussi, il a dit qu'il va tout faire pour que les investisseurs ne viennent pas. Non, mais attends, je vais dire, ils ont fait des techniques et tactiques parce qu'ils étaient là pendant longtemps. Ils savaient que nous, en partant, on va faire ça pour que ça ne bouge pas, on va faire ça pour que ça soit comme ça, on va voler. Mais c'est ça, je vous dis, tout le monde le sait. Avec les ministres. Non, je parle de ce qui est passé. C'est les conséquences que nous voyons maintenant. Et les conséquences que nous avons maintenant, c'est des histoires passées. La Kabylie a torpillé les actions des félicitations. Nous le savons. Au ministère des Finances, de tout ça, le budget, l'argent ne sortait pas, il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous savez comment ça tournait. Et maintenant, l'union sacrée. Mais moi, ça m'étonne quand j'entends les gens dire union sacrée, c'est quoi? C'est la vision du président. La vision du président, c'est quoi? C'est l'union sacrée. Mais non, vous faites ça pour amuser la galerie. L'union sacrée, c'est quand Fachi a constaté ce que la Kabylie avait fait, ce que les Mouzites ont projeté, que les investisseurs ne vont pas venir. Il a dit, bon, maintenant, moi, Fachi, c'est bon. J'ai vu, j'ai constaté et je vais mettre fin
Maintenant, union sacrée. Dans l'union sacrée, vous allez marcher comme moi, je le dirais. Marcher selon la vision du chef d'État. Mais oui, selon cette vision. Mais c'est ça l'union sacrée. Il est déboulonné. Mais oui, mais c'est la vision du chef. Quelle vision? Comme le ministre de la Justice qui est parti. Le ministre, il a fait un problème de la KCND. Il dit Yémei. Ah bon, dans l'union sacrée, plus question de Yémei. Il y a plusieurs exemples, plusieurs définitions, et tout le monde le sait, il faut le comprendre comme ça. Dans l'union sacrée, on n'a jamais su c'est Yémei, si c'est qui là. Ah ben vous le savez tous, hein, il n'a jamais su. Il n'a nommé personne, il n'y a personne ici qui s'appelle Yémei. Ils pensaient alors que le pauvre Yémei, il leur avait dit que j'ai pas 15 personnes qui peuvent m'aider. Mais ces gens-là, moi, j'ai jamais compris pourquoi ces gens n'ont pas honte de toujours dire Yémei, Yémei, parce qu'il ne s'est jamais dédié pour dire non. Eureka, j'ai trouvé. Il n'a jamais dit ça. Il n'avait pas 15 personnes. Voilà, il est parti. Et on remarque ça maintenant. Tous ces gens qui sont restés union sacrée, ils ont oublié la mentalité, tout ce qu'on leur disait, l'idéologie de Kabila, il n'y a pas. Donc maintenant, eux-mêmes, ils commencent à se le dire. On est avec eux. Ils disent quoi? Ouh là là, là-bas, c'était la dictature. C'est seulement ce qu'ils disaient. On n'avait pas besoin de discuter. Il y avait que lui qui parlait, patati patata. Alors que tandis que maintenant, dans l'union sacrée, tout le monde a la parole. Il n'y a pas de dictateur. Il n'y a plus de dictateurs. C'est comme ça que ça va marcher. Voilà l'union sacrée, c'est quoi? Il ne faut pas dire que c'est la vision du président. Oui, non, mais c'est pas mauvais des maintenant. Mais oui, mais c'est ça. L'union sacrée, c'est la vision. La vision. Laquelle vision vous allez suivre? L'union sacrée. Et ceux qui viennent là, ils le savent. Non, c'est pas comme vous le dites là. Maintenant, c'est comme Amos 3:3. Tu viens, tu marches comme moi j'ai dit, et non c'est que tu as un autre maître à côté. Si j'ai dit, venez, il y a ça, et non question, oui, je vais appeler l'autorité morale, je vais appeler le Yémei, je vais appeler Raïssa et ceux qui non, fini. Maintenant, c'est Fachi qui est aux commandes de l'avion, c'est lui le pilote. Il n'y a pas d'autorité morale hein, dans l'union. Plus d'autorité morale, plus de patati patata. Maintenant, c'est lui, il n'y a plus deux chauffeurs volant et à voiture. C'est lui qu'il faut maintenant suivre. Il n'y a plus de Kouba, il n'y a plus de ministre. J'appelle le ministre, non, Yémei n'a pas dit. Alors on attend impatiemment que cette union sacrée fasse ses preuves, madame. Ça va faire. Sinon, celui qui avait des mauvaises pensées, venir là-bas, il va se jeter tout seul. Il va sortir de là tout seul. JC, conclusion. Merci beaucoup, John, pour la parole. Je voudrais tout simplement dire à Madame Dorcas qu'en fait, par rapport aux différents exemples des produits, sinon des denrées alimentaires de première nécessité, qui Nanga a donné le prix tout à l'heure qui ont augmenté. Au fait, madame a dit que le dollar a augmenté. Moi, je pense que le dollar, au fait, n'augmente pas. C'est les francs congolais qui se déprécient par rapport au dollar américain. Par rapport au dollar, conséquence sur les prix. Un instant, madame. Ça, c'est le premier élément à dire. Hein, c'est la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. Deuxième élément, John. Vous savez, il faut attendre la sortie du gouvernement pour voir réellement la solidité, l'efficacité de l'union sacrée de la nation. Parce qu'au fait, nous connaissons le comportement des opérateurs. Mais c'est quoi l'union sacrée? Je ne sais pas. Il faut demander à madame qui est ancrée dans l'union sacrée de la nation. Ouais. Tu as dit tout à l'heure, c'est la vision. Lui, il a dit, c'est pas la vision. Mais dans le développement de ces arguments, vous avez compris que l'union sacrée, c'est la vision, en fait. Alors, mais c'est quoi cette vision? Je n'ai pas dit que c'est pas la vision. C'est quoi cette vision? S'il vous plaît. Cette vision, c'est après avoir constaté ce que la Kabylie avait John, fait. protège-moi. J'ai quand même la parole. Maintenant, il a déboulonné. Maintenant, il a changé. Il gouverne autrement. Cher John, avec discipline. Je dois à mes 2 minutes. Hein. Oui. Et avec tous les gens du FCC. Oui, madame Alice. Les gens s'il vous plaît. John, protège-moi quand même. Je suis en train de conclure, John. Sama Bati. John, je suis en train de. C'est vous qui avez la parole. Je ne suis pas protégé, John. S'il vous plaît. La tête n'était pas bonne, ils ont tenté. Permettez quand même à Quitter de conclure. Hein. Permettez à Quitter de conclure. John, protège-moi. Vous avez la parole. Cher John, je suis écœuré d'entendre Madame Dorcas raconter certaines choses que je ne peux pas laisser passer. Voyez-vous, quand vous venez au pouvoir, n'est-ce pas, ce n'est pas pour justifier, n'est-ce pas,
votre mauvaise façon de gérer, de voir les choses. Vous venez au pouvoir parce que vous estimez que ceux qui sont au pouvoir n'ont pas bien travaillé et vous venez pour donner des solutions. Faire mieux. Donc on ne peut pas dire pendant 2 ans et demi, n'est-ce pas, seule la Kabylie plutôt a mis le pays par terre et que nous là, il faudrait maintenant recomposer l'équipe pour donner le meilleur de nous-mêmes. Nous attendons les résultats. Et je vais terminer par rencontrer ce que Madame Alice a dit par rapport à ce qui se passe à Beni. Cher ami, Beni est une partie du territoire congolais. Nous devrions nous montrer à travers nos attitudes, à travers notre comportement, à travers nos prises de position, n'est-ce pas, témoigner une sorte de solidarité par rapport à cette population ou à ces populations de Beni qui meurent chaque jour comme des mouches. Ce sont nos frères et sœurs qui meurent. Et vraiment, nous demandons au Premier ministre, n'est-ce pas, qui arrive, de mettre en sorte que des solutions efficaces soient trouvées pour que la paix revienne sur cette partie du territoire national. Merci beaucoup. Nous étions heureux d'avoir organisé aujourd'hui ces plateaux genrés, ces plateaux zébrés. Mais je voulais dire aux dames qu'il ne faut pas toujours attendre le mois de mars pour qu'on vous voie dans des plateaux comme ça. On voit partout et tous les moyens. Il est important, quel que soit l'endroit, de pouvoir revendiquer nos droits si nous pouvons le faire. Il n'y a pas de... Il ne faut pas attendre le mois de mars. Toutes les structures sont appropriées. Et tenez compte des femmes, le pays se portera mieux. Merci beaucoup à Madame Alice Nzouzi. Elle est cadre au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, FCC. Merci d'avoir été là. J'assume. Merci. Avec fierté. Merci également à Madame Adiko Kodorkas Ngoyi, présidente du parti UED Verco. Et vous faites aussi partie de coordonnatrice des forces politiques et alliées de l'UDPS. Et vous êtes aussi au sein de l'Union Sacrée. Merci d'avoir été là. Cofondatrice. Alors, il y a même des femmes là-bas dans les groupes de cofondateurs. Merci beaucoup. Merci également à Trésor Enanga, exécutif provincial Moamba, SID, les partis chers à Martin Fayou. Le président élu, merci. Merci beaucoup. Et enfin, M. Jean-Claude Kitebi, qui a valablement représenté la fondation PKM Pierre Kangou Diambaye. C'était un plaisir. Merci, le plaisir est partagé, surtout d'avoir été avec nos mamans. Tout à fait. Je souhaiterais assez que nous puissions nous revoir encore très prochainement. Prochainement, on avec des analyses très appropriées. Déjà, la parité a commencé sur les plateaux des débats. Merci bien. Tout le plaisir était pour vous. Merci à vous. La rediffusion, c'est samedi à partir de 10h30. Sinon, retrouvez-moi dans une nouvelle édition de Débat 24 avec les mêmes réels plaisirs le vendredi prochain à la même heure. Au revoir.